Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Arnaud Bordas. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast. Je suis Stéphane Moïsakis et je suis avec mon comparse Arnaud Bordas, ça faisait longtemps. Mon comparse. Le comparse Arnaud Bordas. Salut Arnaud. Salut Stéphane. Voilà, pour parler de King of New York. Tout à fait. Ferrara, ouais. Un réalisateur dont on n'a pas finalement... King of New York ou The King of New York? Alors, King of New York aux États-Unis. Ah. Et The King of New York en France. Voilà, c'est l'inverse. Pour faire encore plus... Ouais. Avec une très belle affiche, je me rappelle à l'époque. Ouais, c'est vrai. Que j'avais sur les murs de ma chambre. Je crois que j'avais chopé dans Starfix avec c'était Walken sur fond de vue aérienne de New York. Là. Avec un flingue à la main. Ouais. Film de gangster, donc. D'Abel Ferrara, qui est un réalisateur dont on ne parle pas beaucoup, et pour cause, puisque ça fait quand même un petit moment qu'il a été, moi j'ai l'impression, récupéré par l'establishment canois, on va dire, pour dire ça, la mafia canoise, pour dire ça comme ça, quoi, et qu'il est... Moi j'ai vu très peu de films de lui ces dernières années, mais je me suis un peu arrêté avec des trucs comme Blackout ou les trucs comme ça. Bah mine de rien, il a beaucoup tourné quand même. Il a beaucoup tourné, et j'avais pas vu ce film sur... Marie, c'est ça, enfin sur la mère de Jésus, quoi. C'était ça, non? Il avait pas fait un film sur ça? Ouais, mais alors c'était très avec Juliette Binoche. Là. Ouais. Moi, je l'avais vu celui-là. C'était très symbolique, très ça mêlait. Il faisait un film sur Marie, mais qui était symbolique avec un personnage contemporain. Ah, tout oui, ça, d'accord. c'était assez. Non, moi, le dernier truc que j'ai vu, je l'ai maté. C'était à l'époque sur Netflix, là, sa version en fait avec Depardieu là, de l'affaire. L'affaire Dominique Strauss-Kahn. Voilà, exactement, et c'était quand même pas terrible, hein. C'était assez ridicule même. Ouais, alors mais en fait, j'étais en train de me poser la question au moment où t'en parlais si je l'avais vu, et oui, je me rappelle, je l'ai vu, hein, et je n'ai quasiment aucun souvenir du film. Non, c'est pas terrible, et puis voilà, donc, mais en fait justement, donc pourquoi on déblaye un peu tout ça, c'est parce que Ferrara c'est ce que c'est aujourd'hui, mais c'est pas ce que c'était à l'époque, quoi. C'est quand même un cinéaste à la base qui a commencé dans l'underground new-yorkais, voilà, qui a fait beaucoup de cinéma d'exploitation avant ce King of New York, hein, notamment... C'est-à-dire, il est passé par... Oui, il a même fait du porno, hein. Oui. Il est passé par les trois couleurs. Sous pseudo, hein. Ouais, il est passé par les trois couleurs en fait, quoi, Abel Ferrara. C'est-à-dire, il a commencé par le cinéma de pure exploitation, et où tu voyais quand germe dans ce cinéma, là, je parle notamment de ses premiers films, hein, Driller Killer. Ça, c'est de l'underground. Ouais, c'est de l'underground, mais tu voyais déjà qu'il y avait quand même un univers un peu personnel, quoi, tu vois, qui effleurait. Hein. Et après, il est venu à des films comme King of New York, dont on va parler, donc avec des films professionnels, avec des budgets nettement plus cossus, mais où tu sentais toujours cette personnalité affleurer, et au point qu'il a fini par attirer l'œil de la critique, et que on va dire un peu ce surmoi critique là a fini par contaminer toute son œuvre et en occuper tout l'espace, quoi. C'est ça, parce qu'il a fini par quitter pour moi, et je pense que c'est à peu près pareil pour toi, quoi, mais la grande époque d'Abel Ferrara, c'est l'époque où il accède justement à ces budgets un peu plus cossus, comme je disais, où il fait du pur cinéma de genre, avec sa propre personnalité, son ton, ses ambiances, et que peu à peu tout le côté cinéma de genre va évacuer, et il va rester que le cinéma d'auteur, quoi. C'est-à-dire que pour faire une distinction, je dirais qu'il y a de l'underground avec Driller Killer, du cinéma d'exploitation avec L'Ange de la Vengeance et New York 2h du matin par exemple, et c'est vrai que on va dire qu'il fait un peu plus de la série B à partir de China Girl et de Cat Chaser, qui est pas terrible. Cat Chaser, il y a eu beaucoup de problèmes sur le qu'il a même renié, je crois, hein. Oui, qu'il a eu beaucoup de problèmes sur le plateau, quoi, avec Kelly McGillis notamment, quoi, et King of New York et Abel Ferrara, et Bad Lieutenant, pardon, qui sont pour moi les deux fleurons de sa carrière, avec quand même une certaine appréciation pour Nos Funérailles aussi, qui était un très joli film, quoi. Nos Funérailles, ouais, c'est-à-dire ça, et puis toi je sais que t'aimes beaucoup le film, mais c'est vrai que c'est un très bon film, Body Snatchers. Oui, alors ça c'est le film de studio, c'est vraiment, alors pour le coup c'est son plus gros budget, c'est voilà, et dans le fond c'est clairement un film d'Abel Ferrara, je pense. Dans la forme, c'est discutable, mais justement, enfin tout ça en fait, là enfin on s'éparpille un peu dans sa carrière, mais c'est important de revenir en fait à King of New York, parce que tu vas nous pitcher. Parce que j'aime bien te lancer sur le pitch. En plus, alors, je trouve que c'est un pitch quand même relativement facile, King of New York. Donc, ça serait quand même un petit peu, dommage que tu te chies là-dessus, Arnaud. Ouais.
et que tu nous prennes 4 minutes pour nous raconter tout ça, quoi. Mais c'est un vrai film de gangster. C'est-à-dire que, en gros, pur et dur, quoi. C'est-à-dire, c'est pas compliqué. Les premières images, c'est on va dire un caïd, quoi, et ça se voit. Enfin, Walken aussi, et pour beaucoup, il le joue de cette manière-là, avec tout son charisme, quoi. C'est un caïd qui sort de tôle, et on découvre donc que ce gangster-là, qui s'appelle Frank White, revient aux affaires après plusieurs années de prison, et qui va essayer un peu de reprendre son business en main, quitte à devoir un peu scolter les gens qui sont arrivés dans l'intervalle pendant qu'il était en prison. Et en fait, on découvre, bon, c'est un pitch basique, quoi, de film de gangster, quoi, vu et revu, mais on va découvrir au fur et à mesure qu'en fait, ce type-là est en quête de rédemption. Et que ce qu'il aimerait laisser, parce qu'il sait qu'il a plus beaucoup d'années à vivre, il revient au business, vraiment, il remet les mains dans le cambouis, il tue des gens, tout ça, et donc il sait que il va pas lui rester beaucoup de temps dans le business, et qu'avant d'être tué, parce qu'il est conscient de sa mort à venir, quoi, il est conscient que dans le milieu dans lequel il évolue, il risque vraiment de mourir, quoi. Voilà, et d'autant plus qu'en fait c'est un petit peu l'une des enfin ça fait clairement partie de l'intrigue principale du film. Il y a un trio de flics qui est joué par Wesley Snipes, David Caruso et leur chef Victor Argo, voilà, qui a un de ses plus beaux rôles, hein, dans ce film-là, dans King of New York, et qui était un acteur récurrent d'Abel Ferrara. Donc ces trois flics essaient de lui mettre des bâtons dans les roues et de le faire tomber. Et donc lui, son dernier geste avant de partir, c'est qu'il voudrait financer un hôpital pour enfants, quoi. Voilà. Alors c'est encore une fois, c'est un pitch assez rebattu qu'on a déjà vu. Cet aspect-là de quête de la rédemption chez le personnage n'est pas non plus époustouflant, mais en fait avec le ton et l'ambiance à la Abel Ferrara, ça va déboucher vers une sorte de polar. Il y a des scènes d'action, hein, des scènes de fusillade, des trucs comme ça, mais avec une forte valeur ajoutée, c'est-à-dire tout simplement un vrai film de gangster habité, quoi. Et quand je parle de film de gangster habité, j'ai parlé tout à l'heure de Christopher Walken, et effectivement qui est un type qui peut arriver à te faire dans la même scène passer toute la violence du monde dans son regard, quoi, et en même temps des décrochages où on sent qu'il est ailleurs, quoi, et qu'il cherche quelque chose d'autre, quoi. Donc il y a cet aspect existentiel qui est vraiment porté et incarné par l'acteur principal, mais aussi dans le ton. Il y a cette manière chez Ferrara, et qui culmine, moi je trouve, dans ce film, et qu'on retrouvera aussi dans un petit peu dans Bad Lieutenant et dans Nos funérailles dont tu parlais. C'est cette manière d'observer en fait des gens, une communauté, avec une sorte de créer une ambiance avec les adjonctions comme ça de toutes ces individualités qui cohabitent. Et je sais que par exemple tu as une scène de mariage à un moment dans King of New York où David Caruso est le témoin. C'est une scène de mariage de flic, quoi. Et il joue littéralement le flic irlandais par excellence, quoi. Voilà, ouais, lui c'est le rouquin, fort en gueule, qui picole, violent, qui drague la mariée, ouvertement. Voilà, des trucs comme ça. Et au milieu de cette scène, t'as Victor Argo, qui était encore une fois, c'est un de ses plus beaux rôles, moi je trouve, parce que c'était un type qui était habitué à des rôles de porte-flingue ou de lieutenant de police de seconde zone. C'était une gueule, quoi, du cinéma. Ouais, c'est un mec qui a une allure un peu patibulaire, quoi. Voilà. Et en fait, il lui donne le rôle d'un type qui porte ce trio, c'est le chef, quoi, avec Wesley Snipes et David Caruso, mais qui porte en même temps, tu sens tout le poids des responsabilités, et qui a une fêlure chez lui. Et dans cette scène du mariage, on le voit en fait à un moment, il est à part, les yeux dans le vide comme ça, et il y a le père de la mariée, je crois, qui est un pote à lui, qui vient le voir, qui lui dit qu'est-ce qu'il y a, et il lui dit non, c'est rien, je vais y aller. Et en fait, voilà, c'est des petits moments comme ça d'humanité, et ça, King of New York, il en est blindé, quoi, le film, et c'est ça en fait qui, au-delà du pitch rebattu dont je parlais, qui finit par donner toute sa personnalité au film, quoi. Alors bon, le truc, c'est vrai que pour resituer un tout petit peu dans le contexte, c'est-à-dire que Abel Ferrara, c'est, comme je disais, c'est un cinéaste new-yorkais par excellence, et surtout c'est quelqu'un qui est très connu en fait dans son quartier, qui est très connu par tous les gens, donc en fait il a cette vision, je pense que tu le retires, en fait je pense que c'est quelqu'un qui peut avoir une vision de l'humain assez poussée, mais ce que je veux dire en fait, c'est que si tu le retires vraiment de son contexte,
ça donne des films peut-être moins intéressants. Alors, je mets Body Snatcher sympa encore une fois parce que je pense qu'il y avait le scénario de Stuart Gordon, il y avait le sujet qui est énorme et tout quoi. Mais disons que c'est quelqu'un en fait disons que s'il fait des films, allez, utilisons le terme sociologique, on va dire, si tu veux, s'il utilise un petit peu de sociologie à travers ces films de genre, quoi, c'est aussi parce qu'il connaît très très bien, en fait, ces milieux-là, il connaît très très bien ces personnes-là, et notamment, par exemple, l'un des trucs, à mon sens, qui est assez intéressant, c'est que, alors le film vient de sortir chez Carlotta en Blu-ray 4K, dans une plutôt belle copie, enfin moi j'avais pas vu le film comme copie ça, restaurée, voilà, très, très belle, vraiment très très belle, quoi. Moi j'avais vu le film en salle à l'époque, voilà, mais j'ai pas Enfin, je me rappelle que le film était très beau, mais là c'est vrai qu'on le redécouvre en fait avec cette copie-là, et la copie d'ailleurs est tellement belle que dans la scène d'ouverture, quand il sort de Sing Sing, tu sais, il y a des plans très larges en fait, où alors les gros plans où Walken est rasé, et les plans larges en fait, tu vois que la copie est tellement belle que tu vois qu'il a une moustache en fait, et qu'apparemment ça a dû être tourné pas au même moment et qu'ils ont dû avoir Sing Sing à la dernière minute, soit avant soit après le tournage, tu vois, et qu'il est peut-être déjà sur autre chose, et que du je crois qu'à la même époque à peu près, t'avais pas Nick of Time là? Non, ça c'est 5 ans après, c'est bien après. La moustache là. Ouais, non mais c'est bien après ça. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est marrant en fait de voir que la copie 4K est tellement propre que tu peux te distinguer qu'il a une moustache en fait dans ses plans larges et que voilà, ça se grille quoi. Mais et dans dans cette édition, il y a une interview qui date, je crois, justement du film, de l'époque du film sur Dominique Strauss-Kahn, quoi. Welcome to New York, je crois, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, où il raconte en fait que le film qui lui a donné envie de faire King of New York, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il s'est posé la question, il s'est dit comment est-ce que je peux avoir vraiment une carrière dans ce milieu, c'est Terminator. C'est-à-dire qu'il allait voir Terminator, il a dit c'est ça qui marche, c'est ça que les gens veulent voir et tout. Et en gros, il s'est dit je vais faire un film d'action comme ça en fait. C'est-à-dire voilà. Et mine de rien, quand tu regardes le film, tu pourrais te dire ça pourrait être Scarface. Tu vois, puisque c'est un portrait de gangster, il va chercher quand même un grand acteur de cette trempe-là, etc., etc. Et pas du tout. Et même apparemment sur le tournage, les scènes à la Scarface, en fait, c'était des prises d'échauffement pour Christopher Walken. Et tout ça, il le raconte dans l'interview, c'est assez intéressant. Il est d'ailleurs assez étonnamment assez loquace, parce que moi, je l'avais interviewé à Cannes à l'époque de Art Christmas, quoi. Et il était, on va dire, je sais pas si c'était le jet lag ou autre chose, quoi, mais il était pas, ouais, il était pas super frais, quoi. Et là, en fait, si tu veux, il explique le truc de façon assez intelligible. Et c'est très intéressant de voir que non seulement il a découvert, c'est-à-dire, enfin, il a vraiment, en fait, abordé ce film de gangster comme un film d'action. À proprement parler, même s'il y a beaucoup de moments contemplatifs dans le film et tout, mais il y a aussi l'idée que, et je pense que ça participe aussi du culte du film autour du film aujourd'hui, le mouvement hip-hop new-yorkais de l'époque, quoi. Parce que c'était pas quelque chose que tu voyais forcément beaucoup à cette époque-là, quoi. Il y avait un peu Spike Lee, mais vraiment en dehors de ça, c'était tout un nouveau mouvement en fait qui n'était pas forcément utilisé dans le cinéma, dans ce type de cinéma là, et je crois qu'il y a eu pas mal de références dans l'histoire du hip-hop, que ce soit des chansons, des albums ou des oui, alors, lui il raconte ça justement dans l'interview. Il dit que Notorious Big il s'est surnommé The Real Frank White, je crois. Oui, il s'appelait Frank White. En fait, il s'appelait Frank White quand il descendait dans un hôtel en fait, quand il allait s'inscrire dans un hôtel en fait pour pas être reconnu par les fans. En fait, il se faisait appeler Frank White. Mais c'est évident que c'est une figure. Enfin, le personnage de Frank White est une figure en fait, si tu veux, culte. Mais comme Scarface, comme tout ça. Enfin bref, donc c'est assez cohérent. Mais c'est pas la même référence. C'est ça que je voulais dire. Il y a quand même un truc en fait qui fait que pour moi justement, quand tu regardes un film comme King of New York, il y a une vraie distinction avec le Scarface de Palma ou ce genre de choses. Je le mettrais vraiment pas dans la même catégorie, même si c'est des films de gangsters à proprement parler, même si c'est ça peut potentiellement s'adresser au même public, c'est ça que je veux dire, quoi. Et alors c'est aussi un film qui est écrit par son comparse, en tout cas à l'époque habituelle, qui est Nicolas St. John, qui est quand même quelqu'un qui est extrêmement qui questionnait beaucoup sa foi en fait. Ça c'est assez connu, et je pense que l'arc de rédemption vient de là, vient de lui dans le personnage du film. Il y a eu deux collaborateurs importants, je pense, pour Ferrara à cette époque-là.
Bon, Nicolas St. John, lui, il était là depuis le départ. Hein. Je crois même que ils avaient fait un boulard ensemble à l'époque. C'est possible. Donc, il était scénariste de ça, quoi. Mais en fait, à cette époque-là, ouais, il y a ces deux figures qui se sont imposées autour de Ferrara et qui participaient pour beaucoup à son cinéma. C'est d'une part au niveau du scénario Nicolas St. John, donc effectivement, et d'autre part Bojan Basili à la photo, quoi. Sur ce film-là, à partir de ce film-là, surtout. Ouais, voilà. Bah, elle est magnifique, hein, la photo. Ouais. Vraiment, quand tu la revois dans la copie restaurée, là, si tu prends ça dans la gueule, là, c'est superbe, quoi. Mais ce sont des gens en fait qui ont fini par, au bout du compte, par pallier un peu au manque de Ferrara. Je sais que c'est sur Nos Funérailles. Moi, j'étais étonné un peu Nos Funérailles parce que c'est vrai qu'avec Bad Lieutenant, ça avait été un acmé pour moi. Et après ça, il y avait eu Snake Eye. Ouais. Avec Madonna et Kettel, où ça commençait déjà un peu à partir en vrille. Et puis après, il y avait eu The Addiction. Non, il y avait eu Blackout, qui était juste pas possible. The Addiction, c'était avant Blackout. Ah, c'était avant. Bon, The Addiction et Blackout, mais c'était très rapproché, je crois. Et donc, ces deux films qui étaient assez inquiétants, quoi, sur le devenir de Ferrara. Et moi, j'avais été étonné justement par Nos Funérailles. Où je lui dis, tiens, il retrouve un petit peu sa niaque et puis ses thématiques de prédilection, de ça. Bon. Et en fait, moi, de ce que j'avais entendu à l'époque, c'était que il paraît qu'il y a une partie du film de Nos Funérailles qui a été réalisée par Nicolas St. John, en fait. Ah, oui. C'est-à-dire, c'était une époque aussi où, il faut le dire, hein, Ferrara, il dealait un peu avec ses démons intérieurs, notamment à travers la drogue, quoi, et l'alcool. Et je pense que la fois où tu l'as croisé à Cannes, c'était pas... C'est difficile à dire parce qu'en fait, à Cannes, tu sais, ils font venir les talents quand ils viennent présenter le film. Les mecs se mettent à faire des junkets ou des interviews, on va dire, très très condensées en même temps. Enfin, tu sais ce que c'est, quoi. Mais on l'explique un peu pour les auditeurs. Et du coup, ils débarquent de l'avion et on les emmène directement faire les interviews. Donc des fois, en fait, si t'arrives avec la truffe dans le cul à cause du jet lag, moi, ça m'est arrivé sur une autre interview à peu près 1 ou 2 ans après d'interviewer carrément un acteur qui s'est endormi devant nous, qui était Thomas Jane sur le comment ça s'appelle, et qui a failli se récher la gueule en plus, hein, sur sa chaise, tu vois, à la sortie de Dreamcatcher de Laurence Kasdan, ce grand film, et tout ça parce qu'en fait il avait du jet lag, en fait, parce que quand ils viennent des États-Unis directement, bah, c'est là où ils se prennent le jet lag dans la gueule, dans ce sens-là, quoi. Mais donc est-ce que c'est ça? J'ai pas envie d'être une mauvaise langue, en fait, avec Ferrara, mais en tout cas Dieu sait que l'interview était quasiment inutilisable. Ça, c'est sûr, quoi. Mais Non, mais en tout cas, toujours est-il que, ouais, je pense que ces deux personnes-là, Basili et St. John, ont beaucoup participé sur et je veux pas dire qu'ils ont fait le taf à la place de Ferrara, parce que c'est des films qui portent la personnalité de leur metteur en scène. C'est des films, comme tu le dis, qui portent ne serait-ce que son appartenance à la ville de New York, la manière dont il filme. C'est quand même un film qui a été beaucoup tourné de manière un peu commando, hein, King of New York. T'as des scènes, la scène finale, là, au milieu du trafic, avec tous les gens, là, je crois que c'est aux alentours de Central Park, de Times Square. Tu vois, et tout ça, c'était tourné plus ou moins en mode commando, quoi. Alors avec un New York d'une autre époque aussi, hein, c'est-à-dire qu'il faut pré-Giuliani, pré-Tolérance Zéro, donc un New York vraiment comment dire, touché par le crime, hein. Donc ça fait sens, en fait, si tu veux, de raconter cette histoire-là dans cet univers-là, dans cette ville-là, à cette époque-là. C'est vrai qu'il y avait un peu de ça, mais avec quand même la possibilité de tourner. Alors ça, c'est pareil, il y a une autre interview qui est une plus vieille interview, qui est d'ailleurs faite par notre Marc Toulek, de Augusto Caminito, qui était le producteur italien du film. Parce que, alors, ça, on n'en a pas forcément parlé, mais c'est une production italienne. C'est une production italienne, c'est pas un film américain. Pas de rond américain. Voilà, c'est ça. Et en fait, Ferrara le raconte d'ailleurs, il disait, à cette époque-là, c'était dingue. Tu copinais avec un gars, t'allais le voir en Italie, il te filait 5 millions et tu pouvais faire le film, quoi. Camito, c'est quelqu'un qui a une grosse carrière, qui avait une grosse carrière en Italie, hein, qui était scénariste et producteur, et qui est mort l'an dernier. Donc c'est une interview qui date quand même un petit peu maintenant, d'il y a une vingtaine d'années, mais qui est assez intéressante parce que voilà, il racontait lui que en fait la personnalité d'Abel Ferrara lui a plu et qu'il a décidé en fait d'aller dans ce dans ce projet-là à cause de ça, en fait, et c'était on va dire un vrai parieur, en fait, quelqu'un qui parie, en fait, on va dire, sur le cinéma, parce que l'histoire lui plaisait, il avait envie de faire le truc, et puis en fait il connaissait, ils ont pu monter ça avec Christopher Walken, qui était quand même aussi une tête d'affiche à l'époque, hein, même si là, pour le coup,
Je pense que c'est vraiment un de ses rôles les plus mémorables. Hein. Il revenait un petit peu à ce moment-là, hein, Walken, hein, ça l'a fait un peu revenir sur le devant de la scène, quoi. Et ce qui est assez marrant, en fait, c'est que voilà, c'est une production qui avait quand même des moyens, parce que 5-6 millions, c'est pas mal, hein, pour cette époque-là, quoi. Et les moyens, notamment, par exemple, Camilito raconte qu'il tournait au fameux Apollo Theater à Harlem, où ils avaient, pour le coup, des droits d'autorisation et de refaire, en fait, si tu veux, les intérieurs, etc., pour les besoins de certaines scènes, quoi. Ouais, c'est-à-dire, c'est aussi un film, je pense, qui, vu ce qu'il raconte, ne pouvait pas se passer d'un certain... contact avec la rue, quoi. Ouais, contact avec la rue, mais là, en fait, j'allais dire aussi, mais t'as les deux qui voisinent, hein, de toute manière, parce que c'est le personnage de Frank White, c'est à la fois la rue, c'est à la fois les réceptions des notables new-yorkais, trucs comme ça, parce que c'est quelqu'un, en fait, à travers son projet d'hôpital, il est confronté à, il a une vision politique, quoi, presque. Et donc, il fréquente les huiles politiques, les trucs comme ça, et c'est vrai que Ferrara, il arrive à faire ça très bien dans le film, cette allée-venue entre les ors des palaces, tu vois, et les boîtes à striptease dans les quartiers chauds, les trucs comme ça. Et c'est vrai qu'il a cette double connaissance, Ferrara, qu'on peut pas lui enlever, quoi. C'est-à-dire de cinéaste qui a parcouru les palaces du monde entier, des trucs comme ça. Et puis en même temps de mec qui vient de la rue, pas forcément à l'époque de King of New York en tout cas. Ouais, mais bon, enfin il était quand même, c'était quelqu'un qui fréquentait le milieu du cinéma, tu vois, quoi. Donc il y avait le personnage de Frank White, moi je pense qu'il s'y est parfaitement identifié, quoi. Tu vois, il y a cette rupture entre en fait la rue et on va dire les alcôves du pouvoir, quoi. Moi je trouve il le fait de manière très intelligente dans le film. Par exemple il y a un plan, c'est-à-dire tu parlais de sociologie tout à l'heure, mais c'est un plan qui a une portée sociologique évidente, mais qui en même temps est tellement bien pensé qu'il est replacé dans un contexte émotionnel. C'est encore avec Victor Argo, c'est une scène en fait où tu as un lampano comme ça qui montre un resto chic de New York, tu vois, avec tous les gens, les maîtres d'hôtel qui circulent, les trucs comme ça. Et t'as l'avocat là, de Frank White qui est à table, hein, qui est un homme de pouvoir lui aussi, qui est en train de rencontrer un contact comme ça. Et en fait, le panneau se termine. Il est long, hein, le panneau. Hein, il doit bien faire 20 secondes au moins. Tu vois, et il se termine à l'entrée du restaurant, sur Victor Argo, dans sa petite chemisette, sa petite veste pourrie de flic prolo, quoi, tu vois, qui regarde tout ça d'un air éteint, quoi, tu vois, et où on voit qu'en fait, ce mec-là, son dilemme intérieur, en fait, c'est que il vient des mêmes racines que Frank White, des gens qui combattent, et qu'il arrive pas à gérer ça. Il a beaucoup de mal à gérer ça. Et là, face à tout l'or du pouvoir et la corruption des avocats et trucs comme ça, et le fait, je pense, de terminer ce panneau sur lui plutôt que de le commencer sur lui, où ça aurait été genre le flic arrive dans l'endroit où il doit aller. Là, on nous montre d'abord le lieu et on nous montre au final l'impact sur le personnage qui vient de rentrer dans la pièce qu'a cet endroit sur lui, quoi. Donc voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de petites touches comme ça et il fait ça pareil, Ferrara, la manière dont il capte dont il filme une arrière-salle d'un bouge ou le repère des gangsters à un moment où il y a la longue fusillade là. C'est toujours avec à chaque fois il se place à hauteur d'homme et à hauteur de l'environnement qu'il investit, quoi. Moi c'est un truc par la suite, peu à peu, il a perdu ce don-là, moi je trouve, Ferrara, quoi. Il est devenu beaucoup plus monolithique et beaucoup plus à servir ce qu'on attendait de lui, quoi. Oui, alors après, bon, moi encore une fois, j'ai pas vu énormément de films après, je crois que c'était Christmas, quoi, à part le Welcome to New York. Mais c'est vrai que déjà à cette époque-là, quand tu vois Blackout, quand tu vois The Addiction, quand tu vois New Rose Hotel ou même Christmas, c'est effectivement Christmas, c'est une tentative de faire ça. C'était une tentative de faire ça. Il y avait Ice-T, tout ça, mais en fait, on était déjà ailleurs parce qu'il y avait déjà la conscience que c'était un film du mec qui avait fait King of New York. Et d'ailleurs, à cette époque-là, il y avait l'idée de faire deux préquels à King of New York. Et je me rappelle qu'il m'en avait parlé pour le coup. Je lui ai posé la question. Et d'ailleurs, sa réponse a été assez marrante parce que je lui ai dit, mais alors une préquelle de King of New York, puisque on va...
il peut pas faire de suite en vrai. On va dire pourquoi. On va expliquer, oui, mais en fait on va peut-être revenir un petit peu sur le film et ce que ça raconte aussi, et le casting et tout ça, parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, mais une préquelle, mais alors avec qui ? Quel acteur, tu vois ? Et je me rappelle qu'il était en train d'hésiter, il marmonnait dans sa barbe, il était à moitié éteint et tout, il était même allongé contre son bras comme ça en fait, tellement il était épuisé apparemment. Et il marmonne, il me dit Marky Mark. C'est comme ça, quoi. C'était Mark Wahlberg, quoi. Et ça m'a fait marrer parce que je me suis dit, ah, cool. Et en fait, le film s'est jamais fait. Caminito en parle aussi. C'est lui qui explique dans l'interview qu'il y avait 2 préquels, en fait, vraiment. Une qui se passait en prison et une encore avant. Et effectivement, il y avait les noms, en fait, abordés. C'était DiCaprio. Là, c'était 4-5 ans après le carton de Titanic, ou effectivement Mark Wahlberg. Donc c'est c'est quelqu'un qui à l'époque pouvait encore avoir accès à des acteurs de cette trempe-là, quoi. Mais c'est vrai que en fait, je sais pas s'il aurait eu un vrai intérêt en fait que Ferrara fasse ça des années après. C'est comme si on t'annonçait qu'il faisait quelque chose dans la veine de Bad Lieutenant. Je pense que en fait ça sera impossible. Déjà qu'à mon avis Bad Lieutenant c'est un film que tu peux ne faire qu'une fois dans ta vie. Je vois pas trop comment tu peux faire. Enfin c'est à la fois touché par la grâce et en même temps je suis pas sûr que quelqu'un d'autre te laisse refaire un film comme ça, tout bêtement, parce que c'est vraiment un film assez sulfureux, quoi. Et puis je sais pas si tu l'as en toi en fait, un truc comme ça, si tu l'as 2 fois, si ça a un intérêt. Donc King of New York c'était un peu la même logique, quoi. Moi j'aimerais qu'on reparle un peu du casting parce qu'on a effectivement évoqué Wesley Snipes, David Caruso, Victor Hugo, il y a aussi Laurence Fishburne, Giancarlo Esposito, voilà, il y a toute une génération de jeunes Steve acteurs. Buscemi qui a une petite apparition aussi, quoi, qui sont des acteurs qui étaient absolument pas connus du tout à cette époque-là. Et on va dire que, Caruso ou Snipes avait quand même déjà tourné quelques trucs. Snipes, c'était à peu près à la même époque que Mo Better Blues et un an avant Jungle Fever, quoi. Caruso, c'était bien avant NYPD Blue. Walken, évidemment, on connaissait sa carrière d'avant, mais c'est quelqu'un qui était un peu sur le retour à ce moment-là. Je veux dire, le film d'avant, je crois que c'était quand il s'appelait ce film fantastique, un peu Z, là... Communion, créature, non, je sais plus, enfin un truc un peu Prophétie. Non, Prophétie c'était bien après. Non, c'est un truc qui s'appelait Communion, je crois. Enfin bref, et donc c'était pas, enfin voilà, il faisait de la série B, des trucs comme ça, quoi. Et donc voilà, c'est quand même des acteurs, Laurence Fishburne, quoi, qui ont vraiment en fait fait aussi grâce à ces rôles-là, quoi. C'est-à-dire que Fishburne, on l'a retrouvé 1 an après, on l'a retrouvé dans Boys in the Hood, quoi, tu vois. Donc, et là, d'un seul coup, Boys in the Hood, ça a vraiment relancé sa carrière au sein des studios, etc. Donc, il y a un œil aussi, mine de rien, pour le casting, quoi. New Jack City, c'est un peu de temps après. C'était peu de temps après. C'est vrai, c'est ça. C'était le moment où il était en train de percer. C'est ça. Mais du coup, il y avait un œil, en fait, pour retrouver avec tous ces acteurs-là et leur filer quand même des rôles substantiels, de qualité et marquant, quoi, parce que mine de rien, comme tu l'as dit, Caruso il a sa scène, Wesley Snipes il a clairement sa scène aussi, sous la pluie, etc. Il y a des choses, Ah non, il y a pas. Les personnages sont pas des silhouettes. C'est des personnages que tu n'oublies pas en fait. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est bien parce que ça a beau être un film qui s'appelle King of New York, qui est essentiellement centré sur un personnage et sur son parcours. Il est constamment le personnage et sa quête sont nourris par les autres personnages du film, et le fait que ces personnages soient traités de manière aussi subtile, j'ai envie de dire, ou en tout cas qu'ils aient le moyen de se développer à l'intérieur de l'intrigue et de se raccrocher émotionnellement au ressenti du spectateur, c'est vachement appréciable. Après, sur Walken, je sais qu'il y a un truc qui est assez marrant, c'est-à-dire et en même temps intelligent, quoi. C'est-à-dire Ferrara, il utilise toute la gamme de Walken, quoi. C'est-à-dire, moi, je sais que la scène où il vient de sortir de tôle, où il rencontre ses hommes pour la première fois, avec à leur tête Laurence Fishburne, puis son fameux pas de danse, quoi. Son fameux pas de danse. Ouais, mais il y a tout dans cette scène, en fait. Il y a la danse, il y a le sourire avec l'œil qui frise, il y a le regard dans le vague juste avant par la fenêtre, il y a le danger, il y a l'humour, il y a la flamboyance, il y a tout. C'est tout Walken dans cette scène, quoi. Et c'est vrai que moi, c'est assez marrant, d'ailleurs, t'as une référence à Nosferatu dans le film de Murnau. Les gangsters sont en train de regarder Nosferatu, quoi. Et c'est assez marrant quand tu sais que Frank White, enfin, c'est clairement
un personnage de mort-vivant, quoi, tu vois, il revient à la vie, il revient en ville après avoir passé des années en tôle. C'est quelqu'un c'est une marche funèbre, hein, le film, quoi. Et c'est quelqu'un qui va adopter la manière dont le traite Ferrara au fur et à mesure du film. Il va adopter les comportements d'un être surnaturel, quoi. C'est-à-dire, c'est très discret, mais c'est payant, je trouve. T'as par exemple, à un moment, t'as une scène à Chinatown où il apparaît de manière quasi fantomatique, c'est-à-dire on le laisse à un endroit du décor et il y a un personnage plus loin qui essaie de s'enfuir et il réapparaît devant lui, il sort de l'ombre comme ça. Techniquement, si tu réfléchis 2 secondes, tu te dis attends, comment il a fait pour parcourir? C'est Jason Voorhees, le mec. Voilà, le mec, il a parcouru un truc, il a dû tracer comme un malade. Bref, mais tu te poses pas la question parce que tu y crois, tu vois le truc, il sort de l'ombre comme ça et c'est vraiment Nosferatu dans cette scène, quoi. Et bon, c'est comique aussi, enfin c'est un petit peu marrant parce que 2 ans plus tard, il va incarner un personnage dans Batman Returns qui s'appelle Max Schreck, qui est l'acteur qui jouait le Nosferatu de Murnau. Mais voilà, il y a une manière, encore une fois, d'utiliser le genre et ses codes chez Ferrara à cette époque-là qui est vachement bien, qui est vachement satisfaisante quand tu regardes le film, quoi. Alors moi, j'ai appris un truc que je ne savais pas, en fait, justement, sur cette édition 4K, c'est que en fait, Walken devait jouer Bad Lieutenant. Oui, ça, oui, je l'avais lu à l'époque. Moi, je ne le savais pas du tout, en fait. Et apparemment, il a, je sais pas ce qui s'est passé, puisqu'ils ont quand même retourné ensemble quelques fois après, notamment dans nos funérailles, quoi. Je crois que ça avait été un bête, calendrier incompatibilité de calendrier, quoi. C'est étonnant parce que tu te dis, je veux dire, bon, il y avait la résurgence de Keitel aussi à ce moment-là, hein, à l'époque avec Reservoir Dogs, avec tout ça, quoi. Mais moi, j'ai du mal à croire qu'un Walken, aussi brillant soit-il, en fait, aurait pu prendre autant de risques pour ce rôle-là que Keitel l'a fait, quoi, en fait, parce qu'il y a vraiment des scènes dans Bad Lieutenant extrêmement... Après, c'est un acteur, en fait, c'est quand même Voyage au bout de l'enfer, Walken, hein, toi, donc... Oui, mais Voyage au bout de l'enfer, c'est un film de studio. C'est moi ce que j'entends là, je parle en termes de risque pour... Et là, en plus, il était plus jeune, il avait tout approuvé, quoi, tu vois, quoi. Donc, après... Moi, je parle de sortir sa bite devant une actrice et de faire mine de se masturber. Enfin, pas de faire mine, apparemment, il s'est masturbé directement pendant la scène. Bon, après, il a tourné d'autres films avec Ferrara. De manière improvisée. Je parle d'Harvey Keitel dans Bad Lieutenant, hein, parce que pour ceux qui connaissent pas le film, quoi. Et mine de rien, je vois pas vraiment, je vois pas vraiment Christopher Walken faire un truc comme ça, improviser un truc comme ça. On n'est pas trop habitué à le voir à poil, ouais. Non, mais improviser un truc comme ça, juste après avoir tourné Batman Returns, justement. Tu vois, c'est ça que je veux dire, c'est que donc ça, moi ça m'a vraiment surpris, quoi. Mais il continuait quand même les Ferrara à cette époque-là. Oui, mais il continuait, il faisait nos funérailles il alternait des blockbusters avec des New Rose Hotel. Bon, moi j'aime pas New Rose Hotel, tu vois, mais il était dedans aussi. C'est quand même un film assez décalant. Ouais, mais on parle de Bad Lieutenant. Ouais. Non, mais c'est clair que je dis pas que t'as tort, hein. C'est l'expérience de jeu de Keitel dans Bad Lieutenant, elle est radicale, quoi. Tu vois, moi, je me rappelle, j'avais adoré le film, mais j'avais mis longtemps avant de le revoir parce que c'était un film où tu te disais waouh, quoi. Putain, t'es en train de regarder, en fait, c'est un film qui raconte. On pourrait faire presque un podcast aussi dessus, hein, vraiment, même si j'ai du mal à le catégoriser comme un polar, c'est comme ça qu'il avait été vendu à l'époque, mais je pense que quand t'allais voir un polar et que tu regardais ça, tu te disais mais qu'est-ce qui se passe, quoi, tu vois. Enfin, moi, c'est un vrai polar après, hein. C'est un vrai polar, avec un flic ripou qui a le pack des junkies, avec des scènes de fusillade, tu vois, de meurtre, de trucs comme ça. C'est un vrai polar, mais en même temps, c'est vrai que quand tu y penses, tu penses pas comme... Enfin, moi, c'est un polar croisé avec un Pasolini, quoi. C'est super, c'est super, comment dire, c'est super bizarre. Enfin, c'est pas que le film est super bizarre. C'est juste que c'est un film. Pour moi, je retiens pas l'aspect policier, en fait. Qu'on peut plus retenir sur un King of New York, par exemple. Voilà, c'est ça. Que ce King of New York, c'est un film de gangster évident. C'est un film qui raconte, comment dire, quelque chose. Et qui le fait à travers le biais du cinéma. L'aspect performance réaliste dans Bad Lieutenant, pour moi, elle prend le pas sur tout le reste, en fait. Et c'est presque... c'est à la fois, je pense que ça devait être une douleur pour Harvey Keitel de jouer ce rôle-là, et en même temps, en fait, pour le spectateur, tu le prends en pleine gueule, quoi. Donc c'est un film extrêmement...
encore une fois, pour moi, c'est un film qui est unique dans l'histoire du cinéma, quasiment, un film comme Bad Lieutenant, et je pense que c'était impossible de le refaire avant, après, et dans d'autres conditions, y compris avec Walken. Bon, là, on dévie un peu, mais on fera un podcast sur Bad Lieutenant. Ouais, peut-être un jour, quoi. Mais en tout cas, voilà, ce qui est vrai, c'est que c'est un film, en tout cas, King of New York, qui a, allez, appelons ça un certain culte. Ce qui peut être assez étonnant parce que c'est un film qui n'a pas marché en fait quand il est sorti en salle. C'est-à-dire il est sorti en France avant le reste du monde, il n'a pas marché. Il est sorti aux États-Unis, il n'a pas marché. C'est un film qui pour le coup s'est fait en vidéo vraiment et en VHS quoi, et qui a vraiment touché son public, on va dire, à ce moment-là comme ça quoi. Ouais, c'est étonnant hein, d'ailleurs, parce que c'est vrai que c'est encore une fois ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un film qui a de la personnalité, tout ça et tout, et bon, qui était vendu un peu, c'est vrai que l'affiche jouait un peu là-dessus aussi, quoi. Les gens, ils voyaient New York la nuit avec Walken au premier plan avec un gros flingue, là, ils disaient, ouais, allez, mortel, je vais le prendre, toi. Mais c'est vrai que ça peut pas, ça peut paraître étonnant, parce qu'en fait, évidemment, le marché a totalement changé, mais les direct-to-vidéo maintenant, puisque c'est les plateformes, c'est faire un carton avec un film comme ça, quoi. C'est qui soit aussi habité, quoi. Tu vois. Moi, je sais qu'il y a des trucs dans King of New York auxquels je pense direct quand je pense au film. T'as par exemple et là encore, sans Walken, ça aurait été différent, hein, ce plan-là. Mais t'as un plan au début, là, quand il rentre chez lui, où il est sous la douche, il prend une douche, quoi. Et à un moment, il y a un regard assez insistant, hein, un regard caméra, quoi. Et en général, Ferrara, il ne nous habitue pas à ça, quoi. Je crois pas que dans Bad Lieutenant, il y ait de regard caméra, tout comme ça. Et là, il y a un long regard insistant avec ce regard si hypnotique là, de Walken qui regarde le spectateur comme ça dans le blanc des yeux, quoi. Et c'est vrai que c'est un vrai polar. Mais en même temps, voilà, ce genre de plans qui font sortir un peu de sa zone de confort le genre, quoi. On n'est pas forcément habitué à voir ça, surtout dans les polars des années 90 comme ça, quoi. Surtout que c'est un film plus, moi je trouve, comment dire, si on doit faire une distinction avec Bad Lieutenant, c'est que c'est pas un film poisseux comme Bad Lieutenant, c'est un film minéral et assez, comment dire, assez contemplatif en fait par moment. C'est même ça qui moi m'étonne. C'est plus ample aussi. Oui, mais c'est ce qui m'étonne un petit peu aussi avec on va dire la popularité du film. Moi, je mets la popularité du film sur l'aspect gangster et sur l'aspect, hip-hop et tout ça, etc., qui était vraiment émergent dans le film. Et tu entends la musique de Schoolly D, t'as ce truc en fait qui revient en rythme et tout quoi. Et en gros, ce truc, c'est que je pense que ça a capté. Tu vois, c'est-à-dire les fusillades, les machins, les personnages, tu vois, le personnage de Laurence Fishburne, tout ça a capté quoi, tu vois. Mais c'est vrai que on est quand même dans le cinéma indépendant, on est quand même dans un truc assez contemplatif en fait sur en tout cas la personnalité de Frank White quoi. C'est quand même quelqu'un qui scrute la ville en permanence, qu'il soit dans un comment dire, qu'il soit dans un gratte-ciel, qu'il soit dans le métro, qu'il soit dans un taxi quoi. Tu vois, en fait, il est en train de scruter la ville en permanence, il est dans la ville quoi. Tu vois, il est dans la rue quoi, il est là. La scène d'ouverture là, elle est assez longue, la scène d'ouverture où il sort de tôle. Je crois même qu'il y a le générique pendant le ouais. Mais c'est surtout, on le voit sortir de tôle, donc je crois que c'est en banlieue. À Sing Sing en fait. Voilà, c'est à Sing Sing. Et puis il remonte avec sa limousine, on passe par les quartiers chauds, on arrive jusqu'au quartier UP. Enfin, je veux dire, en l'espace de 5-10 minutes, comme ça, t'as tout New York qui se déployait sous nos yeux. C'est vrai que Bad Lieutenant, c'était plus un film, c'est New York, ok, mais en fait, je vais vous foutre la tête dans le caniveau, quoi, tu vois. C'est ça, c'est les chiottes de New York, quoi. Pendant 1h30, tu vois. Ouais. Alors que là, c'est un film qui, tout en ayant cette fibre existentielle, clairement, tu vois, c'est un film qui prétend à quelque chose d'un peu plus, de plus ample, de plus épique aussi, parce que je veux dire, le final, c'est quand même chaud, hein. On enchaîne les morts de personnages principaux. Voilà, j'allais dire, on a réussi à pas spoiler jusque-là, et puis en fait, on y va, quoi. Donc non, mais c'est non, on s'en fout parce qu'on spoil tout le temps de toute façon, mais c'est pour dire 30 ans, quoi, tu vois. Si vous n'avez pas vu King of New York, c'est que vous avez raté votre vie, quoi. Bravo. Si à 40 ans vous avez pas vu King of New York. C'est la phrase que tu pourrais Ferrara pourrait balancer ça sur sa jaquette DVD, quoi. Ouais. Mais j'en parle aussi parce que la fin, moi, je me rappelle hein, quand j'avais vu le film, quand j'avais découvert le film, mais j'avais adoré. Je m'imaginais pas. J'avais capté. J'étais totalement dans la comment dire le ton existentialiste du film, tu vois, ce qu'on disait tout à l'heure. Mais je voyais le film se diriger vers ça peu à peu. Mais je pensais pas que ça serait un tel apocalypse, quoi, tu vois, quoi. C'est à la fin, c'est vraiment quand même et les scènes c'est très intense, quoi.
je sais que t'as alors attention, je vais spoiler, mais t'as la scène de la mort de Wesley Snipes qui est très dure et où on enchaîne. Il est en train de mourir là dans ses râles là, avec Laurence Fishburne qui se paye sa gueule là, et qui le titille là, tout ça là. Et donc on le voit mourir sous nos yeux. Et puis il y a une sorte de fondu enchaîné sur son enterrement. Et ou peut-être il y a un cut, je sais plus, mais en tout cas le plan suivant, les premières images, c'est ses enfants devant sa tombe, les enfants de Wesley Snipes devant sa tombe. Et après il y a encore il y a la suite avec Fishburne, avec Caruso, tout ça. Fishburne meurt dans la même scène que. Ouais, mais il meurt dans la même scène, Fishburne. Wesley Snipes. Et Caruso, il meurt carrément. 10 secondes après. Ouais, mais à l'enterrement. On a tout spoilé là. À l'enterrement de Snipes, quoi. On a tout spoilé, et puis de manière assez brutale et tout. Avec Frank White qui prend les choses en main carrément, quoi. Tu vois, que c'est lui qui le flingue, La scène, elle est spectaculaire parce que c'est là où on voit qu'il y a eu quand même un peu de budget. C'est dans un grand cimetière avec je sais pas combien de figurants habillés en flic. On pense un peu à Copland là aussi, tu vois. Bon, bien que c'est après Copland. Mais toutes ces limousines, tu vois, les trucs comme ça. Et puis Caruso qui part de l'enterrement en courant dans sa bagnole. Et t'as Frank White qui passe avec sa voiture, la vitre qui se baisse, et puis je crois qu'il a un Uzi ou un fusil à canoncier, je sais pas. Et boum, il le tue comme ça, quoi. La fin, c'est vraiment l'apocalypse, quoi. Mais c'est surtout, en fait, au-delà de l'apocalypse, moi, ce que j'aime bien, c'est l'aspect un petit peu, symbolique des choses, parce que, justement, en fait, la raison pour laquelle on disait qu'il ne peut pas faire de suite à King of New York, c'est puisque le personnage de Frank White, comme il l'a annoncé d'ailleurs depuis le début, va mourir, quoi. En fait, il sait que son temps est compté, en fait, dans ce milieu-là, quoi. Et il meurt en fait dans un taxi new-yorkais et littéralement en fait ça fait sens parce que c'est quelqu'un qui n'utilise que ça, les transports en commun, les trucs, etc. Il reste en fait au contact des choses comme si c'était ça qui le rendait vivant, justement, tu vois. Et le fait de l'enterrer là-dedans, c'est-à-dire que quand il retrouve sa compagne, qui est l'avocate en fait de son truc, tu vois, il très beau personnage. Il l'emmène dans le métro pour la tripoter, alors qu'il tu vois, où il est confronté à des gangsters là, parmi lesquels d'ailleurs en fait c'est une scène à la Death Wish un peu, ils viennent le braquer, en fait comme c'est Frank White, en fait il leur file un boulot, quoi. Voilà, il leur file un boulot. Et non, mais je ne sais plus, mais il y a un acteur qui est devenu très connu par la suite qui fait partie des Chris Rock. Non, c'est pas Chris Rock. Non, je sais plus. Bon, bref, non, c'est pas grave. je sais plus. Ouais. Mais ouais, non, ce personnage d'avocate, elle est. Moi, j'adore la scène d'intro où ils introduisent le personnage, où en fait, il arrive à une table avec des notables locaux, des gens qu'il connaît, tout ça, et où il brille devant tout le monde. En fait, tout le monde, il est l'objet des regards de tout le monde parce qu'il vient de sortir de tôle et tout ça. Et donc, il discute avec chaque personne. Et elle est présentée systématiquement dans des plans en silence où on voit qu'elle regarde White avec un sourire. On comprend, en fait, elle ne dit rien, et dans cette scène on comprend qu'elle elle le connaît intimement, quoi. Voilà. Et après ça enchaîne effectivement avec la scène du métro à New York. Mais c'est vrai, quoi, la symbolique, elle est importante, hein. Je parlais tout à l'heure de Nosferatu, le côté mort-vivant. C'est un film nocturne, hein. C'est un film où il y a très peu de scènes où White, parce qu'il est quasiment de toutes les scènes où il apparaît à la lumière du jour. Ou alors il est en intérieur, quoi. Mais c'est vraiment un film nocturne, et la fin, effectivement, comme tu dis, il s'éteint comme ça dans un taxi. Elle est géniale, la scène, parce que c'est sur Times Square. T'as tout le trafic qui est paralysé parce que les gens ont compris qu'il est dans le taxi, et tous les flics qui convergent vers la voiture armée et tout, et alors que lui il est en train de rendre l'âme en observant une statue d'ange de la mort, hein, qui est posée sur le taxi, qui est posée sur le tableau de bord, le truc du taxi. Donc voilà, c'est un film qui pose sa symbolique clairement, qui l'implémente de manière émotionnelle, mais qui la ramène jamais avec ça. Alors que, enfin, pour prendre un film dont on parlait tout à l'heure, Marie, là, moi c'est ça qui m'avait gonflé pendant tout le film, quoi. C'était de la symbolique de pacotille dans ta face, tu vois, quoi, poseuse et tout ce que tu veux, quoi. C'était le festival, quoi. Ouais, c'était assez j'étais assez décontenancé de voir ça quand tu songes au grand cinéaste que ça avait été Ferrara par le passé, quoi. Bon, ça fait un moment qu'on n'avait pas parlé au micro. Arnaud, est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant qu'on boucle la boucle? Non, je ne sais pas. On a fait un peu long, là, on a fait quand même presque 45 minutes. Ouais. Non, voilà, moi je retiens un truc, là, moi je pense que ça serait une bonne idée de faire un podcast sur Bad Lieutenant,
qui est un film que je n'ai pas revu depuis des années aussi, puisque mine de rien, c'est pas un film facile à revoir, quoi. Ouais, non, c'est vrai que ça fait partie de ces films comme Irréversible, un peu aussi. Et puis c'est difficile de les revoir. Ouais, et il y a ça, et puis en fait, il y a aussi cette idée que, en fait, justement, il y a un morceau de Schoolly D qui reprenait en fait des riffs de Jimmy Page et qui en fait a disparu du montage parce qu'il y a eu des histoires de droit, tout simplement. Et mine de rien, ça faisait quand même partie du film. Et moi, j'ai jamais revu le film depuis qu'ils ont retiré ce morceau. Et du coup, ça me fait un peu chier parce que je pense que ça faisait partie de l'ambiance et tout ça, etc. Parce que c'est quand même un film que j'avais vu en salle à l'époque aussi, comme toi, j'imagine, quoi. Et je pense que c'est un film à voir en salle, en vrai. Moi, je me rappelle, j'avais vu ça. Tu peux pas vraiment regarder ça chez toi tranquillement. Enfin, tu peux, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même moins immersif, quoi. Mais oui, il faudrait peut-être effectivement qu'on se penche là-dessus, quoi. Un de ces quatre, quoi. Voilà, mais bon, sinon, en attendant, profitez bien de cette belle édition, parce qu'encore une fois, faut revoir King of... Moi, en fait, je me disais en le voyant, et ça, respect à Bojan Baseli aussi, puisqu'on l'évoquait tout à l'heure, mais j'ai halluciné là en le revoyant, en me disant c'est un film qui ne bouge pas, quoi. Vraiment, quoi. C'est visuellement, alors il y a quelques trucs, c'est toujours pareil, hein, quand on dit ça dans les vêtements, les choses comme ça, le New York effectivement dont tu parlais tout à l'heure, qui n'existe plus, le New York de cette époque-là, mais après formellement, la photo, tout ça, ça reste vraiment un très très beau film et qui est pas du tout daté, qui reste moi je trouve assez intemporel, quoi, à ce niveau-là. Merci Arnaud. Merci Stéphane. Merci Alain, merci à la technique. Merci Alain. Pour revoir Bad Lieutenant, n'importe quoi. Pour revoir King of New York, on a trop parlé de Bad Lieutenant. Ouais, c'est ça. On a fait long. Hein. Pour revoir King of New York, si vous êtes équipé en 4K, il y a un très beau Blu-ray 4K chez Carlotta qui vient de sortir il y a quelques semaines, mois. Je pense qu'il existe en Blu-ray aussi tout court, quoi. Ça doit être la même copie. Pour nous suivre les réseaux sociaux habituels, c'est quoi les réseaux sociaux, Arnaud, habituels? Ça c'est votre boulot. Ça. C'est votre boulot, ça. C'est Facebook, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. MySpace, non, TikTok c'est pas vrai, ça existe pas. MySpace, ça, oui, t'as toujours ton compte, toi. Ouais. Et puis voilà, et puis pour nous soutenir, il y a une adresse, enfin il y en a deux, mais il y en a une, c'est Patreon et Tipeee, et puis en fait voilà, on se retrouve Arnaud avec un prochain film une prochaine fois, n'est-ce pas? Avec grand plaisir mon petit Stéphane. Merci à tous, au revoir.